Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux lois de la réflexion. Alors en fait, c'est une partie des lois de Snell-Descartes. Vous avez dû les voir au lycée, donc ça va être en partie un rappel, mais on va essayer de préciser bien les choses et je vais donner beaucoup de définitions que vous devez connaître. Alors c'est plutôt de la terminologie, je vais donner des mots importants qu'il faut savoir employer à bon escient. Donc faites attention, il y a pas mal de vocabulaire, même s'il n'est pas compliqué, il faut quand même le connaître. Donc là, on va s'intéresser aux lois de la réflexion et dans une prochaine vidéo, on s'intéressera aux lois de la réfraction de Snell-Descartes. Alors avant de vous présenter ces lois, on va bien identifier les deux types de réflexion qui existent en optique géométrique. La première, c'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Elle va moins nous intéresser, même si elle sera utilisée tout le temps dans ce que je vais dire. Alors la réflexion diffuse, c'est la réflexion suivante. Lorsque vous avez une source de lumière, par exemple le soleil qui éclaire une pâquerette, la pâquerette va absorber la lumière et la réémettre de façon diffuse, c'est-à-dire dans toutes les directions. Ce qui fait que si vous mettez votre œil ici, vous allez avoir, si vous regardez dans cette direction, un rayon qui va partir de ce point et qui va arriver jusqu'à votre œil, ce qui fait que vous voyez ce point avec votre œil. Mais si vous déplacez votre œil et que vous regardez le même point, il va exister également un autre rayon qui va partir exactement du même point et qui va venir sur votre œil. Et c'est pour ça qu'on voit un objet en tournant autour, on le voit toujours, puisqu'il y a toujours des rayons qui partent de l'objet et qui viennent jusqu'à notre œil. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Et c'est basé sur l'absorption et l'émission. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ces détails au niveau de l'optique géométrique. Alors c'est ce qui fait que la fleur devient un objet lumineux. J'en ai déjà parlé dans les précédents cours. Effectivement, comme la fleur absorbe de la lumière et la réémet de façon diffuse, ça en fait un très bon objet lumineux. Et ce n'est pas une source de lumière, mais c'est quand même un objet qui illumine puisqu'il réémet de la lumière. Et c'est grâce à cela que l'on voit. Alors ensuite, le deuxième type de réflexion, et c'est ce type-là qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire. Donc ici, vous avez le schéma de deux miroirs qu'on voit par au-dessus, et un laser qui arrive comme cela, il va être réfléchi ici, et repartir. Ça, c'est la réflexion dite spéculaire sur des surfaces polies ou sur des dioptres, et c'est ce qui va nous intéresser, et c'est ce qui est décrit par les lois de Snell-Descartes. Donc là, on va avoir des propriétés géométriques de la réflexion, alors qu'ici, finalement, il n'y en a pas. Hein, la lumière est réémise. Alors, il y a quand même des propriétés géométriques qui dépendent de la forme de l'objet. On ne peut pas réémettre la lumière vers l'intérieur de l'objet. Il y a quand même des contraintes. Mais ici, il va vraiment y avoir l'angle de réflexion ici va être vraiment lié à l'angle d'arrivée de votre rayon incident. Donc, c'est ça que va décrire les lois de Snell-Descartes. Alors, avant de vous présenter les lois de la réflexion de Snell-Descartes, je vais vous donner un certain nombre de définitions qui vont être très importantes pour savoir de quoi on parle, et il faudra faire attention aux mots que vous employez en optique géométrique. Le premier mot qui nous importe, c'est dioptre. Un dioptre, c'est l'interface entre deux milieux différents. Donc vous avez par exemple ici un exemple, vous avez un verre rempli d'eau, au-dessus il y a de l'air, en dessous il y a de l'eau, et exactement au niveau de l'interface, on a ce qu'on appelle un dioptre en optique, et la lumière va subir une réflexion et une réfraction au niveau de ce dioptre. C'est vraiment important en ce qui concerne l'optique géométrique. Alors ce dioptre, je l'ai représenté ici, vous avez un plan qui représente votre dioptre, au-dessus vous avez un indice n, et en dessous vous avez un indice n'. Donc vous avez un changement d'indice au niveau du dioptre. Alors les dioptres ne sont pas tous plans, ils peuvent être courbes, et ça va être intéressant d'étudier des dioptres courbes. Nous verrons plus tard une lentille par exemple, enfin en tout cas la première face d'une lentille, c'est un dioptre courbe. On verra comment on traite ça précisément. Mais si on zoome, si on regarde très très près, on peut toujours zoomer suffisamment euh, aller dans l'infiniment petit pour obtenir quelque chose qui ressemble à un plan, et donc les lois de Snell-Descartes seront toujours valables si on se met dans une situation où on regarde de très très près les choses. Et je vous rappelle qu'un rayon lumineux c'est infiniment petit, donc j'ai le droit de faire ce genre de démarche par la pensée. Donc ce que je vais dire maintenant sur les lois de Snell-Descartes sont toujours valables, mais vous allez voir qu'il y a un ingrédient précis qui va devoir changer en fonction finalement de la surface que vous allez étudier. Alors, lorsque vous envoyez un rayon, que je vais appeler rayon incident, sur un dioptre, vous allez avoir un rayon qui va être réfléchi, qui va repartir dans le même milieu que le rayon incident, et vous allez avoir un rayon qui va se propager dans le deuxième milieu, qu'on appelle un rayon réfracté. Ce rayon réfracté, pour l'instant, il ne m'intéresse pas, donc on va le mettre de côté, on l'étudiera plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser qu'à la partie rayon réfléchi. Donc, on a un rayon incident et qui tape un dioptre, et donc on a un rayon réfléchi.
On va définir différentes choses. Tout d'abord, ce qu'on appelle la normale au dioptre. La normale au dioptre, c'est l'axe qui est perpendiculaire au niveau du dioptre au point d'impact. Donc vous prenez le point d'impact, il est ici, de mon rayon incident, et ici vous prenez l'axe qui est perpendiculaire à ma surface de dioptre, et donc là j'ai quelque chose qui est vertical vers le haut. Ça, c'est ce que j'appelle la normale au dioptre, au point d'impact. Mais on dit juste la normale au dioptre. Le plan d'incidence, ça va être aussi quelque chose d'important. Si vous prenez votre rayon incident et votre normale, vous avez deux axes qui définissent un plan. Le plan qui est en bleu sur mon dessin, et ben ce plan-là, on appelle ça le plan d'incidence. Donc le plan d'incidence, d'une certaine façon, il est défini par le rayon incident et la normale. Vous pouvez dire que le plan d'incidence contient le rayon incident et contient la normale. Vous avez deux angles très importants en ce qui concerne la réflexion. L'angle d'incidence. L'angle d'incidence, il est très souvent noté I, et cet angle, il est pris entre le rayon incident et la normale au dioptre. Donc c'est l'angle qui est ici défini de cette façon. On appelle donc l'angle d'incidence, et vous avez donc, par analogie, l'angle de réflexion, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Vous avez noté, qu'on va noter le plus souvent petit r. Enfin, voilà, l'angle I, l'angle R. Notez que tous les angles sont donnés par rapport à la normale au dioptre, et que si cette normale change en fonction de la position du point d'impact, ce qui peut être le cas si vous prenez une surface courbe, vous n'allez pas toujours avoir la même normale, et la définition reste toujours, les angles d'incidence et les angles de réflexion restent toujours donnés par rapport à la normale locale de votre rayon, du rayon que vous étudiez, et donc de son point d'impact sur le dioptre. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est encore plus important quand on s'intéressera à la réfraction, donc faites attention vraiment à ça, notez-le bien dans votre esprit, et faites pas cette erreur, tous les angles sont donnés par rapport à la normale. Alors, maintenant, les lois de Snell-Descartes sur la réflexion sont les suivantes. Il y a deux lois, en fait, pas qu'une seule, mais deux lois. La première loi dit que le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence. Donc, finalement, le rayon incident et la normale définissent un plan d'incidence, et le rayon réfléchi appartient également au plan bleu, ici, le plan d'incidence. Et puis, l'autre loi de Snell-Descartes dit que l'angle de réflexion, R, est égal à l'angle d'incidence I. R est égal à I. Voilà les deux lois de Snell-Descartes sur la réflexion, et nous verrons plus tard les deux lois de Snell-Descartes sur la réfraction. Il y a en tout 4 lois de Snell-Descartes. Alors, ces lois, elles sont valables pour les dioptres, mais elles sont aussi valables pour les miroirs. Donc les miroirs, il n'y a pas de réfraction, il n'y a que de la réflexion, mais on va avoir exactement la même chose. On va donc avoir les mêmes lois. Lorsqu'on a un rayon incident qui arrive sous un angle I par rapport à la normale, on va avoir un rayon réfracté qui va repartir donc sous un angle R égal à I. Les deux lois de Snell-Descartes sont appliquées, et le rayon réfléchi est également dans le plan d'incidence. Donc on va se servir de ces lois de Snell-Descartes pour décrire les miroirs et pour décrire la réflexion sur les dioptres. Alors, comme je ne veux pas parler de réfraction, je vais plutôt prendre un miroir pour tous les exemples que je vais prendre par la suite, puisque comme ça m'évite de dessiner la réfraction et de se poser des questions sur la réfraction. On verra ensuite plus tard la réfraction, mais là je vais prendre des exemples avec des miroirs, c'est plus simple. Et pour essayer de vous intuiter la démonstration de cette loi de la réflexion, même vous pourriez le faire, c'est pas si compliqué que ça, on va essayer de le faire un peu avec les mains. Donc imaginons qu'on a un point P ici, un objet lumineux qui émet de la lumière, et on a ici un capteur en P', votre œil par exemple, qui peut regarder dans toutes les directions. Et là, je vous rappelle, un objet lumineux émet de la lumière dans toutes les directions. Donc, ces points P et P', je les ai mis dans une situation simple pour que ce soit plus simple à comprendre. La distance par rapport à mon miroir ici, un miroir plan, c'est donné par petit h, et le point P' est également une distance petit h. Et la question, c'est quel parcours, quel chemin optique va réellement suivre la lumière pour aller du point P au point P'. Donc j'ai un point I' ici que je vais pouvoir déplacer. Pourquoi? Puisque je sais que la lumière va aller de P jusqu'au miroir, de P à I, elle va y aller en ligne droite, puisque d'après le principe de Fermat, elle va prendre un maximum ou un minimum de chemin optique, et donc là, ici, le minimum est évident, c'est la ligne droite. Donc pour aller de P à I, je vais aller en ligne droite.
Pour aller de I à P', je vais également y aller en ligne droite. La question c'est finalement où est le point P. Alors si je déplace mon point P, vous pouvez imaginer que je le déplace, mon point I, pardon, oula, attention, le point I, la question c'est où est le point I. Donc si je déplace le point I, par exemple sur la gauche, de cette façon-là, on voit bien qu'on allonge fortement cette longueur-là, alors qu'on réduit un tout petit peu celle-là. Au final, si vous faisiez le calcul, vous montreriez que vous avez allongé le chemin optique entre P et P' en passant par I. Donc ce chemin optique est plus grand que le précédent qui était là. Ça se démontre au point de vue avec des maths. C'est pas compliqué à faire, mais voilà. Donc maintenant, finalement, allons de l'autre côté. Si je le déplace sur la droite, eh ben, ce chemin optique total entre P et P' en passant par I va diminuer jusqu'à ce qu'on passe par ce point-là, qui est exactement un point de la médiatrice du segment P', c'est-à-dire que cet axe-là, eh ben, il divise la distance en deux. Ici, la distance qui est là est parfaitement égale à la distance qui est ici, c'est la définition de la médiatrice, et le point I', ici, il est sur la médiatrice. Si je vais plus sur la droite, je vais réallonger le chemin optique total. Si je vais plus sur la gauche, j'allonge le chemin optique total. Et donc ici, finalement, le point I, eh ben, c'est un minimum de chemin optique, et donc la lumière va passer par ce point. Et vous voyez bien que si la longueur qui est ici est égale à la longueur qui est ici, eh ben, l'angle que vous allez trouver ici va être parfaitement le même que l'angle qui est ici. Et c'est la façon de démontrer les lois de Snell-Descartes, montrer que l'angle qui est là est égal à l'angle qui est ici. Alors ça, c'était intuitif, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez faire les calculs, il faut reprendre. Vous pouvez regarder la vidéo sur les lois de la réfraction que j'ai mise après le cours sur le principe de Fermat, et vous l'adaptez à la réflexion, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça à démontrer, c'est même plus facile que la réfraction, mais je ne vais pas le faire dans le cas de ce cours, parce que ça demande une petite étape un peu quand même difficile de maths, et je ne veux pas en parler aujourd'hui, on verra ça plus tard, il y a des calculs qui sont voilà, à faire, mais on met ça de côté pour l'instant. Alors, on va quand même regarder les conséquences que ça a. Alors, prenons par exemple une situation, cette fois-ci j'ai mis mon miroir de façon horizontale, et j'ai un point objet lumineux que j'ai mis ici au point P. Et j'ai mon œil qui est ici, et j'aimerais connaître j'aimerais savoir s'il y a un rayon qui part de P, qui tape dans le miroir et qui va jusqu'à mon œil. Est-ce que mon œil donc reçoit un rayon qui partirait de P et qui taperait dans le miroir et qui arrive jusqu'à mon œil? La réponse est oui, hein, vous vous en doutez bien, et ce rayon n'est pas difficile à trouver. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le rayon qui tape ici, vous appliquez les lois de Snell-Descartes pour que l'angle d'incidence soit égal à l'angle réfléchi, et ça va repartir dans cette direction, et mon œil va effectivement recevoir un rayon qui est réfléchi, et en ce point-là, on va déterminer le point d'impact du rayon qui part de P et qui arrive à mon œil. Maintenant, imaginons que je mette mon œil ici, plutôt que là. Je garde l'ancien montage, histoire que vous voyez, hein, mais maintenant je déplace mon œil, je le mets ici. Et bien vous allez trouver un autre rayon qui va taper ici et qui va venir ici, et en appliquant Snell-Descartes, vous allez dire, bah voilà, l'angle ici est égal à l'angle qui est ici, et j'ai bien appliqué le Snell-Descartes, je vois ce rayon. Alors, si vous tracez finalement pour mon œil, il voit un rayon qui vient de cette direction-là. Et je peux la prolonger à l'intérieur de façon totalement, enfin pas pour de vrai, hein, de façon virtuelle. Je vais prolonger le rayon à l'intérieur du miroir, derrière le miroir si vous préférez, et pour mon œil, bah, le rayon vient de cette direction-là, il ne vient pas de ce point-là. Hein. Moi, le rayon lumineux, il vient d'ici. Donc c'est comme s'il était parti de ce point-là. Et si vous faites la même chose sur le rayon bleu, vous allez voir que ça se croise en un point. Je vais appeler ce point P'. En fait, si vous prenez un troisième rayon, on va en prendre un très simple. Celui-ci, il est très simple à imaginer. Imaginons que je prenne le rayon qui arrive comme ça. Lui, il arrive avec une incidence perpendiculaire au miroir, on dit une incidence normale. L'angle d'incidence est donc parfaitement nul. Et donc, je vais repartir sur moi-même. Le rayon va repartir sur lui-même. Et si vous prolongez de la même façon le rayon, vous allez voir qu'il passe également par le même point P'. Le point P' a donc une particularité, il est vraiment important. Et en fait, finalement, si vous prenez tous les rayons qui partent de P et qui tapent sur votre miroir, après réflexion, ils vont passer par le point P'. P', on va donc on va lui donner un nom. Hein. On dit que P' est l'image de P par le miroir. Et en fait, vous avez déjà ça intuitivement. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression que vous êtes de l'autre côté du miroir. Et bien, vous voyez votre image. Et bien, c'est exactement ça. Ici, j'ai un objet. Ici, j'ai son image. Si je regarde avec mon œil, j'ai l'impression que l'objet est ici.
Et cet objet, en fait, il n'est pas là, il est là, et donc P' est l'image de l'objet P par le miroir. Alors ça va se démontrer, on va regarder ça ensemble, hein, démontrer que ce point P' existe et il est à un endroit bien précis, on va regarder ça juste après. Mais pour une personne qui regarde à travers le miroir, tout se passe comme si, finalement, les rayons provenaient de P'. Pour vous en convaincre, imaginons que je mette vraiment un objet P', je retire mon miroir et je mets un objet P, je prends l'objet et je le mets ici. Si je fais ça, cette petite modification, j'obtiens ça. Je mets mon objet ici P en P', et pour mon œil, ça n'a rien changé. Il y a bien des rayons qui arrivent dans l'œil et des rayons qui arrivent ici. Vous voyez bien la situation précédente. Ici, j'ai P' ici, P est ici, P' est là. Et si je prends mon P et je le mets en P' ici et que je retire mon miroir, finalement, pour mon œil, ça n'a rien changé. J'ai toujours un rayon qui semble provenir de ce point, et qui vient d'ailleurs de ce point maintenant, et qui tape ici. C'est pour ça qu'on appelle ça une image, et mon œil voit vraiment les choses comme si elles venaient de P'. Alors, le fait que quand je prends un point lumineux ponctuel, objet, et que ça me donne un point image très précis, rigoureusement un seul point unique, c'est une propriété très importante en optique géométrique. Donc là je le fais avec les mains, maintenant on va donner cette définition, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme rigoureux. Donc on va dire qu'un système optique est stigmatique rigoureux lorsque, si je prends n'importe quel point P, je prends n'importe quel point P, je le mets n'importe où, tous les rayons qui partent de P et qui vont passer à travers mon système optique, ici en l'occurrence mon miroir, vont sembler, une fois avoir été réfléchis par mon miroir, vont sembler provenir ou vont passer par un unique point P' après avoir atteint le système optique. Donc si je prends un point P, en gros, j'ai une unique image P'. Si je déplace mon point P, je vais trouver une autre image P' qui sera autre part, et à chaque fois, j'aurai la propriété que tous les rayons qui partent de P et qui tapent dans mon miroir semblent provenir ou passent réellement par un point image unique. Ça, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme rigoureux. Alors c'est la première fois qu'on voit cette définition, on va revenir beaucoup dessus, parce qu'elle est vraiment essentielle. Là, c'est plus un exemple avec la définition même du stigmatisme, mais vous inquiétez pas, on va la revoir à plusieurs fois. On va voir qu'il y a d'autres systèmes qui vont être stigmatiques, pas forcément rigoureux, puisqu'il y a ce mot-là qui est important. Rigoureux, ça veut dire que les rayons semblent ou passent réellement par un seul point, alors que nous verrons qu'il y a une autre définition du stigmatisme approchée, où on passe pratiquement par un point, mais pas complètement par un point. Et dans certains systèmes, on aura du stigmatisme rigoureux, dans d'autres, on aura du stigmatisme approché. En tout cas, le miroir plan est un système avec du stigmatisme rigoureux, et c'est le premier qu'on voit ensemble. Alors, avant d'aller plus loin, je vous ai dit que ce point P', il n'était pas n'importe où. Regardons et démontrons où est ce point P'. Donc là, dans cette situation, j'ai juste gardé un rayon qui tape ici et qui repart comme ça, et j'ai gardé également le rayon qui arrive en incidence normale et qui repart sur lui-même. Ça me permet de faire un joli dessin que vous voyez ici. Ici, on va appliquer les lois de Snell-Descartes, donc j'ai tracé la normale au point d'impact ici, et ce que je peux dire, c'est que ça, c'est mon angle d'incidence par rapport donc à la normale, et ça, c'est mon angle de réfraction R. Et si vous faites attention, les lois de la réflexion, donc déjà me disent que R est égal à I, et donc si vous faites attention, vous allez voir que l'angle qui est de ce côté-là, c'est également R, hein, puisque vous prenez cet axe-là, cette norme, et vous la prolongez. Vous avez aussi cet axe que vous prolongez, vous avez donc le même angle de ce côté-là que de ce côté-là, et donc vous retrouvez R ici. Donc on a R et aussi R, si vous préférez, puisque I est égal à R, donc on a la même chose ici. Maintenant, je vais appeler θ ces deux angles-là, et vous voyez bien que ici, j'ai 90 degrés, donc j'ai R plus θ qui doit faire 90 degrés, donc j'ai θ ici, et ici on a exactement la même situation, j'ai 90 degrés moins R, donc θ, on le retrouve ici et là, de part et d'autre. Donc on a affaire ici à un triangle, de ce côté-là, qui est parfaitement le même que de ce côté-là, puisqu'ici on a un axe horizontal, ici on a un angle θ, on a un angle θ, donc en fait la longueur qui est ici va être égale à la longueur qui est là. Alors, on va le démontrer, hein. Pour le démontrer,
on va nommer ce point I, le point d'impact I, on va appeler ce point J, et pour démontrer ça de façon mathématique très simplement, on va écrire la tangente de l'angle θ que vous voyez ici. La tangente de cet angle-là, et de cet angle-là d'ailleurs, c'est côté opposé, donc PJ, divisé par côté adjacent, JI, et de ce côté-là, la tangente de θ, c'est JP', divisé par JI. Donc dans les deux cas, vous avez que tangente θ, c'est PJ sur JI égale JP' sur JI, et vous voyez que vous avez JI ici et JI là, donc ça veut dire que PJ est égal à JP'. Et donc cette longueur-là est parfaitement égale à cette longueur-là. En fait, P' est le symétrique orthogonal par rapport au plan du miroir P, un miroir plan. Ça, c'est un résultat que je vous demande de connaître. Quand vous devez faire l'image d'un objet ponctuel par un miroir plan, et bien finalement, son image, c'est le symétrique orthogonal par rapport au miroir plan. Donc cette distance-là est la même que celle-là, et ça, c'est l'axe perpendiculaire par rapport au miroir en ce point J. Alors avant de finir et de vous expliquer plus de choses sur les miroirs, je ferai une deuxième vidéo ensuite, on va s'intéresser cette fois-ci à une situation qui est assez rigolote. Imaginons que je fais exactement comme tout à l'heure, j'ai un objet P ici, un objet lumineux P ici, mais cette fois-ci mon miroir est plus petit, il est de cette taille-là. Et j'aimerais savoir où est l'image de P par rapport au miroir. Donc pour cela, d'abord, avant de chercher cette image, on va prendre un premier rayon. On peut prendre par exemple celui-ci qui tape sur le bord ici, et ce rayon, il va taper sur le bord et va repartir, selon les lois de Snellen-Descartes, vers mon œil qui est ici. Je peux prendre un deuxième rayon, le deuxième rayon qui va taper de façon extrême à l'autre extrémité de mon miroir, ce point-là, et il va repartir comme ceci en respectant les lois de Snellen-Descartes. En fait, finalement, si vous regardez bien, et que je prolonge ces deux rayons, bah, ça ne change rien, ils vont se croiser exactement comme avant. Que mon miroir soit grand ou petit, ces deux rayons vont se croiser toujours au même point, et le point P', l'image de P, de l'objet P par le miroir, même si le miroir est petit, bah, se trouve toujours au même endroit, c'est toujours le symétrique orthogonal par rapport au plan du miroir, même si le miroir n'est pas infini, ou même si le miroir n'a pas la taille suffisante. La chose qui va changer, c'est que le point P' ne va pas être visible par tout le monde. Et en fait, pour que le point P' soit visible, il faut qu'il y ait un rayon qui parte de P et qui tape dans le miroir et qui arrive dans l'œil. Si vous prenez tous les rayons qui partent de P et qui tapent dans le miroir, vous allez définir un cône. Ce cône, il est représenté ici en jaune, en orange, et ce sont tous les rayons qui vont taper de là jusque-là, entre mon rayon rouge et mon rayon bleu, et finalement, la réflexion de ce rayon rouge et du rayon bleu me donne le cône réfléchi. Et si mon œil se trouve dans la zone rouge, il va pouvoir voir P', dans toute la zone qui est ici, vous allez pouvoir voir P'. Par contre, si je me mets dans une situation où je suis ici hors de ce cône, par exemple là, au niveau de ma souris, il n'existera pas de rayon qui va taper sur le miroir et qui va venir sur mon œil. Puisque là, il faudrait que le miroir soit finalement plus grand de ce côté-là, et à l'inverse, pour voir plus loin ici, il faudrait que le miroir soit plus bas de ce côté-là. Donc on se retrouve dans une situation où on va voir le point, l'image P' que dans une certaine portion de l'espace, après réflexion. Et pour déterminer cet espace dans lequel on va pouvoir voir P', et ben, le plus simple, c'est de prendre les deux rayons extrémum, celui qui tape au niveau du point le plus haut du miroir et le point le plus bas. Alors la bonne démarche pour étudier un miroir, ce n'est pas de tracer ces rayons en fait. Ce qui est plus intéressant, c'est finalement, vous prenez P et vous cherchez directement son image P' en prenant le symétrique orthogonal. Une fois que vous avez P', bah vous pouvez tracer le rayon qui est ici et le rayon qui est ici, et vous n'avez pas besoin de dire que R égale, enfin que l'angle R est égal à l'angle I. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de rapporteur ou quoi que ce soit, il suffit juste de chercher l'image de P par votre miroir, donc chercher P'. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire à partir de maintenant. On va jamais vraiment s'intéresser au tracé complet des rayons, ça va pas forcément nous être utile. On va plutôt chercher où est l'image de notre objet, et chercher l'image, bah après, la construction des rayons devient très simple. Donc essayez d'avoir cette démarche pour les miroirs plans dans un premier temps, c'est ce qu'on a vu ensemble, et on verra tout de suite, dans pas trop longtemps, l'application de cela quand on fera les miroirs sphériques.